Oui, alors, formons-le. Le Ask, c'est toi qui le reçois, hein. Alors le Ask, ouais, je sais pas si... attends, je vais le recevoir de toute façon. Là, dans l'immédiat, de toute façon, ils vont l'annoncer sur Twitter, donc je pense qu'il y a personne qui m'a posé de questions dans les 5 prochaines minutes. Mais on va essayer de faire ça bien. Donc alors, si je veux jouer à un jeu de rôle dématérialisé, je dois faire quoi? Déjà, forcément, j'ai besoin d'un ordi. D'accord. Voilà, c'est un bon départ. Tu auras besoin, en fait, le jeu de rôle, il se passe avec deux éléments, quels qu'ils soient. Il y a l'élément vocal, qui permet vraiment de discuter entre nous, et puis il y a l'élément aléatoire, l'élément carte. Donc vraiment la table. Pour l'élément vocal, Skype par exemple, c'est un bon outil. Mumble, TeamSpeak sont de bons outils. C'est vraiment les serveurs vocaux sur lesquels on se met, on se rassemble. Actuellement, il y a une vingtaine de personnes sur le Mumble qui discutent, qui font des parties. Et ça nous permet justement d'avoir ce contact vocal avec toute la richesse que ça avance. Euh, Même si en vocal, on n'a pas les expressions du visage, par exemple. Bon, des fois, c'est pas dommage. Parce qu'un Cadet Dreamos, par exemple, si on lui interdit la webcam, justement pour éviter de perdre des joueurs au milieu. Comment ça, je Euh, vais perdre? Voilà, et Qu'est-ce qu'il a l'avantage envie, mon aussi du joueur? jeu de rôle dématérialisé, c'est que là, je peux pas lancer ma chaussure sur carré. voilà, ce qui est mieux. Ou alors, c'est de dire qu'il la lance vachement fort parce qu'il habite vachement loin de chez moi. C'est faisable. C'est faisable. Donc, on perd par rapport à une présence physique, un petit peu d'interaction physique, du coup. Mais on a quand même cette idée de voix. Et quand on a des logiciels qui en plus permettent de voir, enfin, d'avoir de la webcam, eh ben finalement, on perd de moins en moins. L'immense avantage étant que, bah regarde, là, on discute, on n'a quasiment pas de lag et on est à quoi 500 et quelques bornes d'écart. Exactement. Je constate que le flux à planter, le flux conférence, c'est figé. Ouais, non, mais t'inquiète pas, j'ai le même souci là. Je te parle en même temps, mais j'essaie justement d'arriver à me connecter. D'accord. Mais je pense que de toute façon, ça va être rétabli dans pas longtemps. Et puis Ça la a touché deuxième, pour toi? Bon, mais écoute. c'est peut-être nous, hein. Ouais, Euh, c'était nous, on n'est pas doués en Laurent, fait. il a une collection de cheatés. ouais, Il y non en a mais qui sont plus doués que nous, mais on va essayer de régler le problème. Il est pas figé chez moi, apparemment. ouais, non mais moi c'est mon CPL qui fera, je Du pense coup, que alors, si, admettons, je veux m'y mettre, j'ai besoin de quoi? Donc, de l'ordinateur, j'ai besoin l'ordinateur, d'un casque avec un micro. voilà, minimum. Et au niveau du logiciel, par exemple, si je veux jouer, est-ce que j'ai besoin d'installer quelque chose ou effectivement, il y a le maître du jeu qui va me parler et j'ai besoin de rien? Alors, bah, ça dépend complètement des outils que tu vas utiliser. On utilise, nous, un outil qui est assez puissant, qui s'appelle Roll20, qui est un site internet. Ah, mais là, Ouais. Je vais essayer de montrer, donc je vais faire partage d'écran. ah oui. Voilà, comme ça marche bien. Désolé pour les interférences. Voilà, et donc Roll20, c'est vraiment un outil de table virtuelle. C'est-à-dire que bah, là, vous voyez la liste des parties auxquelles je joue. Et dans chacune de ces parties, on va avoir à chaque fois la carte, la table, les dés, le chat, les macros, tous les outils qu'on voudra bien mettre dedans. C'est le Pour, DM qui met à construire soi-même, c'est ça? même pas, le dé est virtuel. Voilà. Donc nous, on se sert de ça qui présente effectivement l'intérêt de ne pas avoir besoin de faire une installation de logiciel parce que c'est un navigateur. Pour certaines options, on conseille d'aller plutôt sur Chrome que sur d'autres parce que bah, il lance des dés en 3D, c'est joli, mais ça mange un petit peu de mémoire. Bon, après, il y a le Ah. côté quand même gaming quand tu joues qui peut être agréable, on est d'accord. Il faut bien ça quand même. Et puis il y a d'autres logiciels comme Rollistic et Rollistim qui sont vraiment des logiciels à installer, qui font à peu près les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire une table, un jet de dés, un chat, des feuilles de notes, etc. Mais cette fois, il faut vraiment l'installer chez toi. D'accord. Voilà, l'avantage de cela étant que du coup, tu peux sauvegarder quelque chose sur ton ordinateur et le réutiliser quand tu veux derrière. Ça se présente sous la simple forme d'un document HTML. Donc en fait, toi, Fichier tu pas conseillerais plus quoi de télécharger justement un logiciel qui ne va pas laguer ou tu penses que simplement sur le net, ça suffit pour jouer Les deux se valent. J'aime beaucoup Roll20 parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options et d'effets visuels supplémentaires que Rollistic n'a pas. Il est plus récent, en fait, c'est plus avancé. Mais Rollistic permet effectivement de pas dépendre d'une connexion à un serveur central qui peut craquer. On se dit, il y a aussi des bugs sur Rollistic, et il y a aussi des plantages et des connexions qui se perdent, et voilà. C'est le peut problème. pas avoir un monde parfait, hein. Si, mais il faut se réunir autour de la même table en vrai, quoi. Donc Oui, bah, pourquoi pas. Et justement, en parlant de se réunir, comment ça marche?
on a tous besoin d'être derrière l'ordinateur, on peut jouer à distance Alors- ponctuellement, revenir, laisser les autres jouer. Comment ça se passe? Parce que online, je suppose qu'il doit y avoir un petit peu plus de flexibilité que derrière une table. Alors, l'idéal, c'est de faire partie d'une communauté de rassemblement. Comme Nullbuck Online que l'on voit ici, dont on fait partie, Kédé et moi, et qui tient justement l'organisation des parties jeux de rôle des Geek Fairies on the Web depuis que les Geek Fairies on the Web existent en fait. Et on est une communauté de, il doit y avoir 300-400 personnes, plus ou moins régulières, qui viennent sur un forum, qui viennent sur un Mumble pour discuter et pour lancer des parties. Donc il y a une organisation comme il y a une organisation, il y a d'autres communautés qui existent, il y a d'autres organisations qui existent. Bon, nous on est là. Et l'intérêt, c'est justement de trouver des joueurs assez facilement. On a un agenda, on a des rendez-vous d'initiation-création. Voilà, demain, t'es un MJ, t'es un joueur, tu as envie de jouer, tu t'inscris sur la communauté, tu dis bonjour, je voudrais jouer, comment ça se passe? Puis on va te donner un rendez-vous, et puis on va se mettre à faire une partie. Ou alors encore plus à l'arrache, tu vas te pointer sur Mumble, tu dis salut, il y a une partie en cours, il y a moyen, et s'il y a moyen, directement tu vas pouvoir rentrer. Donc c'est moins, Contraignant. c'est moins contraignant qu'une visite IRL parce que t'as pas besoin de préparer ton trajet en bus ou en voiture, tu joues de chez toi, tu peux même jouer en slip. À la fin de la partie, t'as 4 mètres à faire et t'es dans ton lit. Donc voilà, t'as même pas besoin d'acheter. T'as même pas besoin d'acheter des. Aussi, voilà. Après ça se voit. Et généralement, tu perds un peu le sens de la partie. Et t'as pas besoin d'acheter des chips pour le MJ, ça c'est classe. Et voilà, donc t'as plein d'avantages dus aux jeux vidéo. On peut pas sauver le MJ aussi. Ça marche moins bien. Faut lui Si, avec des dons PayPal. Ah oui. Discrètement. Votre donation pour 20 XP a été bien reçue. Voilà. L'essentiel, c'est la communauté. Et puis, la communauté ne permet de faire autre chose aussi que de jouer au jeu de rôle quand on veut. On va en faire là ce week-end. Souvent, on a des mini-jeux qui ressortent. On a des gens dans l'équipe Kédé qui sont très très forts pour découvrir des jeux et faire jouer les bandes. Faire jouer les gens ensemble, c'est des petits jeux en flash souvent qui vont se faire, ou alors c'est carrément des beaucoup plus gros jeux, beaucoup plus longs, beaucoup plus incompréhensibles, comme le truc auquel ils m'ont fait jouer hier. On sent le vécu derrière. J'ai rien compris à ce qui se passait. On m'a dit tu cliques partout, j'ai cliqué partout, j'ai perdu. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis ça permet aussi de faire des rencontres et d'avoir des copains. Et du coup, tu regardes au Geek Fairies IRL, c'est toujours un grand plaisir de rencontrer les gens avec qui tu as causé pendant tout le long de l'année, mais sans jamais les voir. Et du coup, ça fait. Les geeks sortent de chez eux, ça arrive. Ça arrive, voilà. Et du coup, ça fait du bien aussi. Quand t'es un peu isolé chez toi, tu peux t'échapper finalement de ton quotidien, bébé qui hurle, serpillière à passer, facture à payer. Tu branches le casque et tu changes de monde. C'était beau, c'est ce que je veux dire. C'est magnifique. N'hésite pas à ajouter des choses, Kédé, parce qu'on n'arrête pas de causer tous les deux, mais... Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, nous, on a une image, on voit, mais toi... aucune photo. Comme j'ai dit à Carré tout à l'heure, c'est pas que j'ai pas envie de brancher ma webcam, c'est juste que si je branche ma webcam, vous allez me voir à 4 frames par seconde à peu près. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Comment t'es venu, toi Voilà, comment t'as commencé, t'as découvert à la limite le jeu de rôle dématérialisé, comment t'as eu envie de jouer alors, on va reprendre l'histoire du début, vraiment du début. J'ai toujours voulu faire du jeu de rôle. Et je sais pas comment, pourquoi, de quelle façon le faire. Et un jour, quand j'étais en cours et que je foutais rien, parce que je foutais rien en cours à l'époque, je suis tombé sur le site des Joutes du Téméraire. Oui, mais j'ai fait un peu de la merde. Donc je suis tombé sur le site des Joutes du Téméraire, qui est une convention sur Nancy, de jeux de plateau, de jeux de rôle, etc. J'y suis allé avec un pote, j'ai fait une partie de Nullbuck avec Carré. Carré, à la fin, il nous a donné une carte, il nous a dit si vous voulez faire du jeu de rôle, vous venez là. Du coup, je suis venu, et je suis là depuis à peu près 4 ans.
Maintenant, il fait partie du staff, il est modérateur, il conseille les nouveaux, il accueille, il surveille les fâcheux, et puis il vient aussi en convention pour faire des trucs en vrai, et sortir un petit peu de la campagne. Oui, du cadre on the web, on va dire, du jeu. Quoi. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, les Geek Fairies on the Web ont fait des parties de jeux de rôle dématérialisées, Oui, l'année euh, dernière. mais nous, on fait ça toute l'année, au final. Et c'est génial, quand on Et habite voilà. dans la campagne, perdu au milieu de nulle part, ça peut être génial d'avoir des copains sur le web. C'est ça, c'est ça. Finalement, nous sommes nous sommes un MMORPG. Oui. Mais avec encore plus de RPG et un peu moins de MMO. Avec des Faut pas dire ça parce que derrière, demain, il va y avoir des gens qui vont s'inscrire et avec faire c'est où on télécharge le jeu? Et ben, tu sais que c'est le plus gros problème en fait qu'on rencontre. Là, tout récemment, John Lang, donc le créateur du donjon, a fait un questionnaire pour connaître un petit peu les retours qu'il avait sur son jeu de rôle. Sur un questionnaire, il y a une trentaine de questions. Beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez joué? Quelles sont les races que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur être développé? Qu'est-ce que vous pensez des règles, etc. Il y a plein de questions. Je vous invite à aller le voir. Hein. C'est tout simple. nailbug.com/questionnaire. On va y revenir. Et en fait, il me racontait que le plus gros retour qu'il avait de gens qui n'arrivaient pas à jouer, c'était comment on télécharge le jeu. Voilà, en fait, on le télécharge pas le jeu. Le jeu, il est déjà téléchargé, il est déjà dans ta tête. La seule chose dont on a besoin, c'est des règles. Et donc, on a les règles ici en format informatique. Elles sont toutes disponibles gratuitement sur le site. Mais on a d'autres jeux de rôle qui, eux, tiennent tous dans des bouquins. J'en ai quelques-uns derrière, là. Finalement, c'est le même fonctionnement. On se procure les règles, ça nous donne un cadre de jeu et on joue ensemble. Voilà, disons que là c'est sur internet, donc accessible, on va dire même à des gens qui sont comme nous à 500-600 km de distance. C'est ça. Demain tu veux jouer, tu veux jouer à Nailbug, tu vas sur nailbug.com, tu télécharges les différentes informations. Il n'y a pas que du facile à lire, et c'est vrai que c'est bien d'avoir un maître de jeu pour t'aider parce qu'il y a beaucoup d'options. Et donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'être accompagné. Et c'est aussi pour ça qu'on est là en tant que communauté. On t'attache, c'est ça? Ouais, j'entends des trucs qui tombent dans les escaliers, je vais me méfier un peu. Voilà, et c'est aussi ce qu'on va faire en deuxième partie, si tu es d'accord, nous allons te créer un personnage. Je suis un avatar. Un personnage. L'avatar, c'est toi qui le feras. Voilà. Il y a rien de visuel dans le jeu. Tout se passe vraiment dans ta tête. C'est à toi d'imaginer le personnage que tu veux faire. Ce qui veut dire que tu n'as aucune limite. Tu sais, dans un MMO, quand tu veux créer un personnage, tu as, je dis n'importe quoi, tu as 30 options de visage, tu as 25 coiffures différentes avec 5 couleurs. Ça, mine de rien, ça fait quelque chose de limité. Du coup, dans le jeu, tu rencontres des personnages qui te ressemblent. C'est des moments gênants un peu d'ailleurs. Très désagréable, on est d'accord. Voilà. Et bien ici, c'est vraiment toi qui as ton personnage et tu peux faire vraiment ce que tu veux. Il n'y a pas de créateur graphique. Donc si tu décides qu'il a des grains de beauté, si tu décides qu'il a une barbe mal taillée, si tu décides qu'il a les cheveux en vrac, tu peux tout à fait créer Orianus dans ton jeu. C'est pas un problème. Voilà. Ça, c'est pour le copain du fût d'à côté. Oui, on a compris. Voilà. Du coup, tu peux faire absolument ce que tu veux. Alors, il y a un cadre de règles qui est suffisamment large pour que tout le monde s'y retrouve et suffisamment précis pour qu'on danse tous de la même façon. Et le reste, c'est toi en fait. Donc, en fait, quand même, quand on veut jouer, comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même étudier les règles. On ne peut pas arriver comme ça à dire je veux jouer. Il faut quand même lire le minimum les règles, même si le MJ est là pour vous aiguiller. Tu peux lire les règles, mais t'es pas obligé de vraiment tout lire. Moi, après, c'est ma vision du jeu de rôle, il y en a qui ont une vie différente. Moi, je vois plus le jeu de rôle comme une espèce de théâtre d'impro, si tu veux. Tu crées ton personnage, il va lui arriver des trucs, et tu agis en fonction de ces trucs. C'est ça, c'est du théâtre d'improvisation. Après, il y a plus des gens qui sont basés dans le fait de devenir un gros build, d'avoir un perso complètement pété avec des stats super hauts. Moi, c'est pas mon délire. Mais c'est leur truc, donc je leur laisse leur truc. Quoi. Après, voilà, il faut quand même de la diversité dans les personnages. On va dire, voilà. Si tout le monde a le même, c'est le même problème qu'avec les avatars. Si tu te retrouves le même personnage que le tien en face de toi, c'est moyen quoi pour le roleplay.
Mm, mm. Ça, c'est le cas de tout le monde. Après, c'est justement la force d'un jeu de rôle comme Nullbuck. Là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la quantité de fiches de personnages, de métiers et d'origines différentes. Donc le métier c'est vraiment le métier qu'a voulu exercer le personnage au départ. Donc ça va de marchand, ça va de mage, ranger, mais ça peut être aussi barbare, ça peut être paladin, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi être sans métier. Voilà. On peut jouer un cordonnier. Alors le cordonnier n'a pas de valeur pour un jeu de rôle parce que c'est quand même assez rare, mais on peut très bien décider qu'on joue un marchand qui exerce le métier réellement d'artisan cordonnier. Et puis à côté, il y a l'origine. Donc l'origine, bah, c'est ce qu'on n'a pas choisi, c'est là d'où on est né. Les humains, les elfes, les nains, les ogres, les gobelins. On peut jouer des gobelins. Et c'est là finalement qu'on retrouve quelque chose d'assez important, c'est que le donjon de Nullbuck, ça a plus de 10 ans d'existence. La première saga MP3, je les ai découverts, j'étais à la fac, ça devait être aux alentours de 2002-2003. Tout à fait, oui. On a tous découvert plus ou moins on était étudiants et c'est vrai que ça a été la révélation. Disons que ça a bien marqué, et puis ça dure encore. Et en fait, c'est un univers d'heroic fantasy, donc on n'est pas complètement dans l'inconnu. Il y a des univers de jeux de rôle qu'on ne connaît pas parce qu'on n'arrive pas à les imaginer tant qu'on n'a pas lu la chose dans laquelle ça se passe. On dit à quelqu'un steampunk, il va pas forcément avoir la même vision que quelqu'un d'autre à qui on aura dit le même mot. Ça reste subjectif. Il y a des univers complètement oniriques, les univers de Simon Oeru, qui est un auteur lyonnais que je vous recommande fortement. Tous ces bouquins sont très différents, aucun n'a le même univers, et on ne peut pas s'intégrer dans l'univers sans avoir lu finalement ce qu'il écrit, parce que c'est du nouveau, en fait. Et le donjon de Nullbuck, c'est suffisamment simple, suffisamment classique en heroic fantasy pour qu'on ait tous les remarques, surtout nous qui avons vécu avec le Seigneur des Anneaux, avec d'autres œuvres d'heroic fantasy, même avec Donjons et Dragons, il y a énormément de points communs. Donc on sait ce que c'est qu'un elfe, on sait ce que c'est qu'un nain, on a la même vision du nain avec la barbe et le casque et l'hache, et du coup on n'est pas perdu. Alors que si je vous demande de comment est-ce qu'on va jouer un Génazi, on peut pas l'inventer si t'as pas lu le bouquin du jeu de rôle. Voilà. Un Génazi, c'est une sorte d'élémentaire. Voilà. C'est d'ailleurs recité dans Reflet d'acide et ça a été repris à côté de ça. On dit de l'un des personnages qui ressemble à un Génazi du feu. Et donc du coup, tu ressembles à un schmourboff. Oui, ça me parle. C'est vrai que du coup, ça m'aide beaucoup là. C'est ça. Voilà. Donc on est sur un monde commun avec les mêmes bases, avec des références qui sont quand même très connues. Et la grosse différence entre un Nullbuck et un Donjon et Dragon, c'est le chaos et c'est le niveau de débilité finalement des personnages et des actions. On peut faire n'importe quoi dans Donjon et Dragon et avoir des personnages avec des comportements complètement bancals, du coup, désolé, des comportements complètement bancals, et on peut faire un jeu très sérieux dans le jeu de rôle du Donjon de Nullbuck avec des personnages qui ont un objectif, qui en démordent pas, qui sont efficaces, et voilà. On peut faire les deux. C'est le monde au départ qui est plus ou moins absurde d'un côté ou de l'autre de la barrière. Donc du coup, tu voulais nous montrer autre chose aussi tout à l'heure au niveau du jeu, je crois. Oui. Comment on devait jouer avec les dés, ce genre de choses. Voilà. En fait, tout va se passer alors en roleplay ou sur une carte. Là, la carte que vous voyez à l'écran, c'est une partie de la carte du monde, voilà. Et c'est la même chose que vous auriez sur une table en bois si on décidait de la poser et de la faire. Et ensuite, le concept va être de lancer nos dés avec plein de faces multicolores pour déterminer les différents effets. Là, j'ai fait un très mauvais jet, j'ai fait un 19. Voilà, c'est un jet de charisme. Je n'aurai pas ton numéro ce soir. Voilà, on va lancer le dé. Le concept du jeu, c'est de faire un test de compétence sur un des 20. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait faire finalement est noté sur 20. Plus c'est élevé, plus on est expert. Et le but du jeu, c'est de faire un coup de dé en dessous de ce score-là. Donc voilà, là on garde les règles, on va dire normales de jeu de rôle qu'on jouait entre amis. Sauf qu'on fait en sorte de les dématérialiser pour les mettre sur un ordinateur. Et voilà. C'est ça. La différence entre un jeu de rôle classique et un jeu de rôle dématérialisé, c'est uniquement les outils virtuels par rapport au... Parce que je peux sortir mon dé, voilà, et le lancer sur ma table, mais t'es obligé de me faire confiance pour savoir combien je fais.
Oui, mais après, bon, le maître du jeu et le maître du jeu, c'est Dieu Tout-Puissant, on est d'accord. Voilà. C'est Richard Gigas qui disait qu'un dé ne sert qu'à faire beaucoup de bruit sur la table. Et il y en a qui appliquent encore cette règle-là. Voilà. Et avec les outils virtuels, on peut aussi lancer des dés secrets qui ne seraient visibles que par tel ou tel joueur. On peut même lancer des dés que seul le MJ voit. C'est moi qui fais mon jet, mais je connais même pas le résultat. Ce qui est très fourbe quand on va faire justement des tests secrets. Fais-moi un test de détection d'un piège. Tu jettes ton dé. Si toi tu sais que tu as fait un mauvais jet de dé, tu vas te dire que ce que te dit le jeu, c'est pas vrai. Parce que tu as fait un mauvais jet de dé. Donc voilà, on appelle ça le metagaming. Donc du coup, on a des outils pour faire en sorte que seul le MJ voit le résultat du dé. Donc toi, tu sais pas combien t'as tiré. Et du coup, quelque part, tu es obligé de lui faire confiance. Ou aussi peu confiance que d'habitude. Oui, voilà, ça se fait. Mais t'es pas influencé par la facette du dé que tu as vu et qui te dit j'ai fait un super jet ou j'ai fait un très moche jet. Tout à fait, oui. Voilà. Ça garde le roleplay, on va dire, quelque part, et on se détache du sport du dé, quoi. C'est ça. J'avais un jeu qui, en fait, lui, il avait fait une table de correspondance entre deux D20 et il nous faisait lancer deux D20. Et ensuite, il prenait abscisse, ordonnée, et il avait la valeur que lui, il allait prendre en compte qui ressortait, et qui avait rien à voir avec les valeurs. On pouvait faire 2 jets pourris avec les dés, et réellement avoir un très bon score à l'épreuve. C'était galère, mais ça passe bien. Ouais, après, voilà, faut l'amener, quoi, on va dire. C'est ça. Donc là, c'est le principe des dés. Le deuxième dé dont on va se servir, c'est le dé à 6 faces. Très classique, celui-là on peut le trouver partout, qui va nous servir à calculer notamment les dégâts qu'on va prendre, mais aussi tous les effets, par exemple les effets de rupture, certains effets de folie, qui vont ressortir avec ça. On a besoin de 2 dés uniquement, et si on s'en sert d'autres, c'est que le MJ est un fourbe. Le MJ est toujours un fourbe, en général. Toujours. Ensuite, on a à déterminer dans le jeu un certain nombre de caractéristiques fixes qui sont communes à tous les personnages. Le jeu de rôle de Nullbug s'appuie sur 5 caracs que je vais essayer de faire ressortir, qui sont le courage, l'intelligence, l'adresse, le charisme et la force. Donc là, on voit la fiche type d'un perso. Voilà. Alors c'est un clampin, il a rien de particulier. Il a ces 5 caractéristiques-là. Il a une énergie vitale. S'il est à 0, il est mort. Oui, Ça, voilà, c'est classique. Il a également un niveau. On commence toujours au niveau 1 avec 0 d'expérience, et puis on en gagne ou pas après. Les valeurs d'attaque et parade qui permettent de savoir si on arrive à combattre ou pas. Alors déjà, on voit que le pauvre, il a un malus, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il a un sabre tout pourri qui est pas vraiment fait pour la parade, et du coup, ça lui met un malus. Voilà. Mais il a aussi beaucoup d'autres malus au-dessus, qui viennent surtout de son équipement. Et c'est logique quelque part, parce que quand on se bat avec du mauvais équipement, on est moins efficace. Exactement, donc finalement, il faudrait même s'en débarrasser, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, sauf qu'il ferait beaucoup moins de dégâts. Si tu regardes, Se battre à poil. voilà, tu regardes en bas, il a un sabre du grand-père, donc qui effectivement est tout pérave, c'est écrit dessus, c'est pas moi qui l'invente, parce qu'il lui met un malus en parade, en courage et en charisme, donc il est moche, il se sent pas à l'aise quand il va au combat avec, et en plus il est pas bien équilibré pour permettre de parer. Bonjour, la crédibilité. Sauf que c'est quand même un sabre, donc une pièce d'acier qui va pouvoir trancher la chair beaucoup plus efficacement que ses petits poings. Voilà. Pareil pour la veste de toile ou son casque, c'est plus parlant. Il a un casque qui te donne un bonus de courage, mais un malus au charisme et à l'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, quand il le porte, il se dit ouais, je suis en sécurité. Bon, sauf qu'en fait, le casque lui-même est moche. Donc, s'il l'a sur la tête, il va avoir des malus pour discuter. Essaie de discuter avec quelqu'un avec un casque à cornes. Ça a l'air vachement crédible. Et ensuite, ce casque, il va lui mettre un malus d'adresse. La preuve en image. Hein? Vous que t'es beau. Oui, effectivement, ouais. Sortir avec moi. Voilà. Sans le casque, bon, ça ira mieux. Sans le casque, t'as plus le malus et... Salut. Faut travailler le roleplay là quand même. Voilà. Et par contre, ce casque-là lui donne aussi un malus d'adresse parce que... Roger! Ouais? Ah merde. Voilà, on est sans arrêt dérangé par l'équipement.
Et donc il lui donne un malus d'adresse qui va impacter tout le reste finalement. D'accord. Mais ce casque en même temps, c'est solide et si je prends un coup sur la tête, eh ben, j'ai une chance de survivre. Que si tu l'avais pas, dommage. Voilà, et ça n'a pas de prix, survivre. Exactement. Donc on a eu la preuve en image qu'un casque pouvait créer du malus, mais être vital. C'est ça. Et du coup, quant à ton équipement, l'essentiel c'est d'arriver à t'équilibrer entre les malus que tu vas accepter de prendre et la survie que tu vas avoir, en fait. Quel est, Oui. si tu veux compléter. Qu'est-ce que je peux compléter? Non, sinon t'as d'autres Parlons des armes. points de destin. Parce que j'ai pas trop d'idées à part ça. Oui, non, mais c'est Alors les très points de bon. destin pour ceux qui ont, enfin pour les 3 personnes qui regardent le flux et D'ailleurs, si vous avez des questions, pour ceux n'hésitez qui ont surtout pas. écouté la Sega MP3, qui ont lu les bouquins, etc. Les points de destin, ils servent d'une part à ce qui a déjà été prouvé par l'univers de Puck, c'est-à-dire revenir d'entre les morts. Mais ils ont aussi une autre fonction. D'ailleurs, pour revenir d'entre les morts, vous pouvez pas le faire si par exemple je sais pas, quelqu'un pousse un ennemi du haut d'une crevasse de 100 mètres de haut. T'as le barbare du groupe qui dit « je vais aller le poursuivre en bas du trou », qui saute. Tu peux pas dire « j'utilise mon point de destin pour ressusciter en bas », ça marche pas comme ça. Faut qu'il y ait au moins une personne du groupe qui soit là pour te réanimer. Je tiens à préciser que cette anecdote est déjà arrivée. Et de deux, ça sert aussi également à annuler un coup critique à ton égard ou à annuler un échec critique que tu viens de faire. Voilà. Et quand tu le joues en roleplay, par exemple, sur le net, tu fais comment? Tu le ferais comment, par exemple, tu prends un coup critique? Admettons, tu prends un coup critique, ça peut soit être une intervention divine, être un rayon de soleil qui passe dans l'œil de l'ennemi au moment où il va te frapper, ça peut être plein de trucs. Non, mais disons que c'est pas toi qui vas interagir en disant voilà, il me reste 3 points de destin, est-ce que quelqu'un va pouvoir me sauver? C'est obligatoirement quelqu'un. Parce que tu me dis, il faut que ça soit un allié de ton équipe qui intervienne, on va dire. Ça dépend de la façon de jouer, de ce qui se passe, etc. Pour le coup, d'un critique que tu vas prendre, tu peux toi dire tiens, j'aimerais bien utiliser un point de destin pour éviter de perdre un bras. Oui. Et à ce moment-là, le MJ dira bah oui, effectivement, ça a ripé sur ta protection, tu prends les dégâts, mais ça tranche pas. Pour ce qui est de la résurrection, la ressuscitation, n'importe quoi. Pour ce qui est de la résurrection, là, effectivement, bah, souvent c'est le challenge aux joueurs où on va leur demander de jouer le truc, d'essayer de faire un espèce de rituel, de voir comment ils peuvent le faire. Alors, ça peut être quelque chose de très avancé comme on va mettre des plantes, faire un cercle autour, invoquer le machin pour le faire revenir. Rouler dans du jambon, la pleine lune, en sautant. Voilà. Oui. Ou ça peut être je le chope par le col et je lui mets des tartes jusqu'à ce qu'il se réveille. Ça marche aussi. C'est plus bourrin, mais oui, effectivement, ça peut être utile. Voilà. Ça dépend. Voilà. Donc là, on va venir me récupérer le raptor. C'est ça aussi le but roleplay. C'est ça. Être parent en même temps. C'est ça. Et le nombre de parties que tu fais avec un gamin sur un genou, c'est D'où l'intérêt aussi des jeux de rôle dématérialisés pour regarder les petits. C'est ça. Et que du coup, t'as pas besoin de sortir de chez toi, donc tu peux t'interrompre beaucoup plus facilement pour aller au hasard remettre une tétine ou donner un biberon. Il y en a qui connaîtront ces jouets-là. J'espère. Oui, on s'en fiche. Voilà. Donc, à part les protections et l'armement, un personnage, il a forcément d'autres trucs. Il va pas juste se battre, enfin, juste partir à l'aventure avec un plastron et une épée. Parce qu'en dessous du plastron et avec son épée, il a rien en dessous. Voilà. Donc, il faut aussi lui créer un équipement, des vêtements, de quoi manger, de quoi boire. De quoi dormir aussi, jamais il veut dormir dehors. Oui. Même si c'est un warrior qui veut dormir à la pleine lune, il le fera de nuit et après il comprendra que c'est pas bien. Même si c'est un bénévole. En fait. Même si c'est un bénévole des Geek Ferries, il viendra avec son duvet. Tout à fait. On est formaté, donc ça y est, c'est bon. Et donc du coup, Et d'autres trucs qui peuvent être utiles, comme par exemple là il y a la ficelle, il peut y avoir de la corde, des torches, plein de trucs comme ça. Puis après, tu pourras intervenir en roleplay quand t'en as besoin. Quoi. c'est ça. Tu peux pas dire j'utilise ma corde elfique pour me pendre si tu n'as pas de corde elfique.
Tout à fait, oui, ça serait un peu compliqué. Bah c'est comme ça qu'entre guillemets on peut piéger les joueurs finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont une réflexion très jeu vidéo à considérer que s'ils ont besoin d'un objet, ils l'auront. Par exemple, dans un des jeux auxquels je joue souvent, régulièrement dans les cartes, on a un espèce de grappin magnétique quelque part, et on peut l'attraper pour se déplacer sur la carte. Sauf qu'il te faut quand même le grappin lui-même dans ta poche. Bah, le jeu vidéo considère qu'à partir du moment où tu cliques sur le grappin, tu as l'objet et donc tu te déplaces. Mais jamais tu le vois, tu l'as acheté, voilà. La même scène en jeu de rôle. Bon bah écoute, j'essaie de grappiner, d'attraper le grappin là-bas, je fais quelque chose. Ouais, avec quoi? Avec une fourchette en granit, je sais pas. Voilà. Tu l'as pas, tu peux pas. L'équipement, c'est ce qui fait le plus souvent râler les joueurs, parce que bah, ils ont pas pensé à un truc, et du coup ça leur retombe sur le coin de la fiole. Voilà, au moment où ils s'y attendaient le moins. Kédé parlait justement des gens qui se baladent tout nus sous un plastron de cuir. Et il y en a eu. Alors après, quand on tombe sur ça dépend aussi. Quand on tombe sur un jeu particulièrement fourbe, il va laisser sortir le héros tout nu avec son armure de cuir et son épée à la main. Puis il va faire intervenir la garde parce qu'il a rien en bas, quoi. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, on considère que tu as le pantalon, les chaussettes, le t-shirt, le machin. On s'arrange. Le mieux, c'est quand même de tout écrire, comme ça on n'a pas de surprise. Pareil pour le petit matériel. Bon, j'allume une torche. Ouais, qui a un briquet? Personne n'a pensé à mettre un briquet dans sa feuille de personnage, et du coup on n'a pas de torche. Ou alors on est obligé d'allumer les torches à la boule de feu majeure, mais c'est une gâchis. Donc Voilà. on a les gens qui mettent pas assez d'équipement, il y en a qui en mettent trop, genre des gens qui partent avec 10 miches de pain. Oui, mais bon, il vaut mieux d'avoir trop que pas assez, quoi. Oui, mais c'est un peu difficile de se déplacer avec 10 kilos de bouffe sur soi. Voilà, tu vois ce que ça représente, 10 kilos de pain, quoi. C'est gros. En fait, il y a la version de ceux qui disent bon, je pars à l'aventure, donc alors je vais faire un trekking en Patagonie pendant 3 semaines. Il me faut ça, il me faut des rations, il me faut des machins. Ils prennent tout ce qui est possible de faire. Alors c'est bien, c'est des gens qui sont responsables parce que du coup, quand tu les emmènes en voyage en vrai, ils font un sac, ils font plus rien. Et puis t'as ceux qui prennent beaucoup de choses parce qu'ils prennent beaucoup d'objets différents. Voilà. On en a vu qui prenaient des trousseaux de clés, qui prenaient des outils de réparation, qui prenaient une fiole d'huile, qui prenaient une lampe à huile pour aller avec la fiole. Ce sont ceux qui ont souffert dans certains univers, en fait. Parce qu'il leur manquait l'objet qui allait pas bien, et c'est vrai que quand t'as une lampe à huile mais que t'as plus d'huile, ta lampe elle te sert à plus rien. Et du coup, ils ont des fiches de personnages qui sont extrêmement longues, même si c'est assez léger pour le personnage, et qui du coup sont vite galères. Bon, la plupart des aventuriers aujourd'hui partent avec une ou deux protections et une ou deux armes, et les plus avancés partent avec une couverture, des couverts, quelques rations. On va dire le strict minimum. C'est ça. Après, ça dépend aussi de la façon dont tu abordes ton jeu. Des joueurs qui savent qu'ils vont partir en campagne, donc ils vont jouer plusieurs parties sur une longue période de temps avec le même MJ, avec la même équipe, auront plus tendance à prévoir un truc complet. Et j'ai vu des joueurs partir en charrette, parce qu'ils avaient beaucoup de matériel dans des coffres, et donc là, ils ont fait leur campagne en charrette. Alors moi je prends une charrette, je prends 2 bœufs. Mais c'est ça, parce qu'ils savent qu'ils partent longtemps. Et à côté de ça, on a des joueurs dont le personnage va partir sur une toute petite aventure, ou voire même elle va lui tomber dessus au moment où il s'y attend pas, donc il sera pas prêt. Et donc du coup, ils ont pas de matériel. C'est là, tu sors de mutinerie, tu tombes sur un gars ensanglanté qui te tend un papier en te disant apporte ça à telle adresse. Tu vas partir en aventure là comme t'es là. C'est dans la merde, hein. Un peu, ouais, plutôt, ouais, penser à ça. Bon, on va sans doute l'aider, bien sûr, mais bon. Voilà. Et puis après, il y a des choses qui sont classiques. Les magiciens, par exemple, ont plein de livres de potions. Ils ont plein de choses qui leur prennent un truc. C'est le nain qui dit à la magicienne, je crois, bientôt tu auras besoin d'une brouette pour tous tes livres. Ah oui. Et on est dans cette optique-là aussi. Donc c'est un équilibre à retrouver entre différents joueurs. Oui, et penser qu'on a un sac à dos sur le dos et qu'on a une capacité limitée en poids à porter. Ouais. Voilà. Ah, Kédé, je raconte l'histoire du sac sans fond. Ah oui. On avait des joueurs, en fait une équipe, ils avaient donné, le MJ avait donné un sac sans fond
à un joueur. Et bah, le sac sans fond, par définition, Il est sans fin. il n'a pas de fond. Voilà. Voilà. Du coup, le joueur, très vite rejoint par les autres d'ailleurs, s'est mis en tête de tout récupérer dans le donjon, de récupérer tout ce qui était récupérable, les couvertures pourries des orques, les torches, les couverts, la bouffe, tout ce qui passait, il a enlevé tout. Très vite, le jeu a décidé que dans le donjon, tout était en granit. Donc les lits étaient en granit, les couvertures en granit, les chaises étaient en granit. Les fourchettes en granit, si elles sortaient de la pièce, il y avait un enchantement qui les faisait disparaître en poussière. Ah, d'accord, d'où les fourchettes en granit tout à l'heure, d'accord. Voilà. Et le joueur, au bout d'un moment, a fini par récupérer de la caillasse elle-même pour remplir. Je sais pas, il devait se poser la question, mon sac sans fond, combien est-ce qu'il peut contenir? Donc, on le saura. Le sac sans fond peut contenir 10 tonnes de matériel. D'accord, oui, il y a quand même une limite. L'infini, c'est 10 tonnes, voilà. Donc, je pense que la limite, elle s'est faite au nombre de coups que le MJ a asséné aux joueurs parce qu'il en pouvait plus que... J'ouvre la porte, bah moi je dégonde la porte et je la mets dans mon sac. Ça peut se revendre une porte, c'est... Voilà. Voilà, c'était un nain en plus, malheureusement. Je crois qu'au bout d'un moment, le nain s'est fait jeter dans son propre sac sans fond et il n'a pas encore trouvé la porte. On a toujours perdu des nains. Ok. Voilà. Bon, du coup, pour récapituler, s'il y en a qui nous regardent et qui veulent jouer, donc on va sur le site de Nalbuck. Voilà. Voilà, on va dans la rubrique jeu de rôle. Si tu peux le remontrer vite fait, si tu l'as sous la main. Tac, je l'ai toujours sous la main. Donc on va sur le site de nullbug.com, on télécharge les différents documents dont on a besoin. Voilà, à lire, ce ne sont pas des choses qu'on a besoin pour jouer, donc Voilà. on rappelle, mais il faut quand même les lire pour comprendre l'histoire, l'univers Voilà. du moins dans lequel on est. Le document comment jouer, par exemple, il est très bien fait. Il est aussi bien fait qu'un copain qui expliquerait comment ça se joue un jeu de rôle, en fait. Donc c'est parfait, je vais aller Voilà. obligatoirement, avant de réfléchir à une partie, ça aidera Voilà. énormément. Après, on fait des interrogations écrites. Voilà, mais il y a quand même le MJ qui va être patient. Donc Voilà. est-ce que tu as des sessions, on va dire, pour débutants, parce que je pense qu'au niveau de ceux qui sont expérimentés, ça doit aller assez vite. Est-ce qu'il y a des sessions, voilà, il y a des sessions prévues donc, pour les débutants? Oui. Alors là, donc en ce moment, on a du Marvel qui se déroule. Donc c'est un jeu de super-héros. La partie est en cours sur le flux jeu de rôle. Cet après-midi, on a plusieurs parties de Nullbug qui vont se faire. Il y en a pour tous les niveaux. Il y en a pour grands débutants, il y en a pour joueurs confirmés. Donc il y aura avec et sans création de personnages en fonction de ce que veulent les joueurs. La rapidité du jeu. Voilà. Créer un personnage, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, on peut compter une demi-heure, une heure, en fonction de la complexité. Prendre un personnage pré-tiré, c'est 5 minutes pour se l'approprier et voir ce que c'est. Voilà. Donc il y en aura pour tous les niveaux à ce moment-là. J'en profite pour faire la pub du flux, hein, tant qu'à faire. Mais je t'en prie, justement. On aura également une partie de démonstration d'un jeu de rôle amateur qui s'appelle Lokiens, qui était déjà présent au Geek Ferries IRL à Celles-sur-Cher. Donc on a directement les auteurs qui sont présents et qui feront la démonstration. Donc dans Lokiens, c'est aussi du médiéval fantastique mais sérieux. Médiéval plutôt dark age, assez sombre, avec de la pauvreté, de la maladie, et puis des puissants qui regorgent de puissance et du bas peuple qui se fait exploiter. Et les joueurs incarnent des magiciens, enfin des gars qui maîtrisent la magie des éléments ou de différentes sources. Alors que, juste avant, quelques années avant le moment où on joue, les puissants ont décidé que la magie c'était pas bien et donc on allait la chasser. Tous les Lokiens, tous les magiciens ont un tatouage sur la main qui manifeste leur pouvoir, donc ils peuvent pas se cacher. Et non, on ne peut pas se trancher la main pour le cacher, c'est Trop facile. facile. Puis surtout, un type avec la main tranchée, il attire l'attention. Alors qu'un type avec un gant, déjà, plus voilà. Et donc ils doivent survivre, prendre du pouvoir, effectuer des missions et peut-être retourner l'opinion publique pour que les gens se disent que non, tiens, c'est pas forcément les Lokiens qui sont les méchants dans l'histoire. Voilà, c'est cette idée-là. Donc aussi, quand on choisit un jeu de rôle qui soit sur table ou dématérialisé, il faut quand même lire justement ces fiches d'instruction pour savoir à quoi on joue et si l'univers va nous faire. Là, ce que j'ai fait, c'est vous expliquer le concept du jeu en quelques phrases, ça tient. Maintenant, c'est clair que l'historique est beaucoup plus étendu
que ça. Il y a vraiment beaucoup plus de choses à savoir. Et là, par contre, je fais confiance aux MJ et aux auteurs de Loquin pour présenter. Donc, il y a une partie de démo de Loquin cet après-midi, qui sera plus sur le modèle escarmouche. Et il y a vraiment une partie avec la présentation du jeu, et vous pourrez leur poser des questions sur ça. Comment est-ce qu'aussi ils ont créé leur jeu? C'est quoi le processus de création du jeu? D'où ça vient? Ça vient que, comme KD, ils faisaient pas grand-chose en cours, donc ils ont inventé ça. Pour le jeu qui nous regarde, il faut travailler à l'école. Et à l'école, sinon vous finirez comme nous. Cet après-midi, donc on a ces parties-là. Ce soir, on a d'autres parties qui se lancent. Donc les parties du soir, on les fait commencer généralement vers 20h après la soupe. Et ça dure jusqu'à épuisement des membres. Et on va lancer un concept aussi d'une murder party en virtuel. Donc là, je laisserai nos amis Galatée, Zator et Kédé, il me semble aussi d'ailleurs en parler. Tu veux nous en dire deux mots? Alors moi, personnellement, je sais pas grand-chose. Zator m'a dit, tiens, tu joues ce personnage-là. J'ai dit, ok. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de me rappeler tout ce qu'il m'a dit. Donc ce soir, je sais plus vers quelle heure, je pense que ce sera vers 20h, 21h pareil. On va essayer de faire une murder sur Mumble. Donc on aura plusieurs salons qui, comme une vraie murder, définiront les lieux dans lesquels les joueurs pourront Naviguer, etc. Je me rappelle pas très bien du scénario, je sais juste que c'est un truc à propos d'un héritage et d'un truc bizarre avec une sorcière qui fait des trucs chelous. Donc je peux pas vous en dire plus. Si jamais les gens ont des questions, venez directement sur Mumble quand Zator sera là et posez-lui des questions parce qu'il sera plus à même de vous répondre que moi. Donc voilà. Sinon, moi, j'en profite pour faire de la pub parce que je masterise demain, pour si ça intéresse des gens. Vas-y, fais ta pub, vas-y. Donc demain, je fais une partie de Nullbuck. Je prends des joueurs confirmés et des joueurs débutants, ça a plein d'importance. Donc si ça vous intéresse, venez vous inscrire et venez jouer demain. Je prends 4 à 6 joueurs. Et je pourrais refaire la partie si ça plaît aux gens. Voilà. Donc il y a peu de place. Et voilà, les parties, vous comptez 5 personnes, 5 joueurs. On a une demi-douzaine de parties. Bon, maintenant, si vous-même vous êtes MJ et que vous voulez venir jouer, n'hésitez pas, on a de la place, on a plein de salons, on peut faire jouer. L'avantage aussi de Mumble, c'est qu'on n'est pas tenu par la position des tables. Je me souviens, aux IRL, on avait 10 tables de jeux de rôle et on a des gars qui sont allés jouer sous les arbres, dans l'herbe, parce qu'ils n'avaient pas de chaise. Là, on peut en mettre autant qu'on veut, tout simplement. C'est vrai que le virtuel a ce côté pratique. C'est ça. Demain aussi, donc on a plein de parties qui se déroulent. On en reparlera demain. Et dans tous les cas, on aura le programme qui est affiché en fait quand il n'y a pas de partie, on affiche le programme sur le flux. Je vais juste retrouver justement je vais vous partager le doc des différentes parties pour qu'on puisse le voir. Pour voir un petit peu ce qui se dit. Donc il y a de la place, n'hésitez pas à venir. Soit vous venez directement sur le Mumble de Nullbuck Online, donc nullbuck-online.org, et le Mumble qui circule d'ailleurs sous le bandeau du flux jeu de rôle, soit directement par le site des Geek Ferries, où vous avez un logiciel d'inscription, en fait un formulaire d'inscription. Et une partie du coup, ça dure à peu près combien de temps? On va dire une partie de débutant. Qui nous regarde, qui veut jouer. Ça va dépendre du débutant où on fera juste une explication du jeu et une escarmouche, comptez 1 heure, 1 heure et demie. Une partie normale de convention va durer 3-4 heures. Une partie très longue va pouvoir durer... Voilà, je fais une partie avec un groupe qui s'appelle les Fumblistes, que je salue au passage. Et cette partie dure depuis 2011, justement, depuis les Joutes du Téméraire. Et là, on a passé la vitesse supérieure, puisqu'on joue... on joue tous les mercredis les soirs, sauf quand il y a des conventions ou des naissances. Et en fait, on doit en être à 200 heures de jeu, au final, avec la même équipe, avec les mêmes joueurs. Donc c'est exactement comme en vrai, à ce niveau-là, une partie, elle se finit pas... sur une journée, elle peut durer sur des années. C'est ça. Alors nous, on vous invitera, bien entendu, si ça vous plaît, à venir faire des parties avec nous, et puis à revenir sur Nullbuck Online pour faire d'autres parties quand vous voulez. Dès que vous avez envie, faites un passage. On sera là pour vous accueillir. J'en profite pour dire aux gens qui comptent masteriser un jour et qui comptent le faire en ligne, préparez-vous avant, faites plusieurs parties en ligne, parce que en ligne et IRL, c'est pas du tout la même chose, ça se gère pas aussi facilement.
Donc voilà. C'est quoi la difficulté pour un MC qui va être en ligne en bas de La gamme? difficulté, comme je l'ai dit au début de la conférence, c'est que si jamais il y a un joueur qui te fait chier, tu peux pas lui lancer ta chaussure à la gueule déjà. Et de deux, vu qu'on n'a pas les personnes en face, ça arrive que les gens se coupent sans faire exprès, et ça peut ralentir un peu le rythme de la partie. Et oui. Donc faut apprendre à gérer ses joueurs, etc. Il y a aussi à connaître les outils, parce que savoir jeter un dé, c'est à la portée de n'importe qui. Maîtriser complètement Roll20 ou Rollistic, et même maîtriser Mumble, il y a un temps de préparation à faire. John Lang est très à l'aise sur Roll20 et la partie qu'il a faite l'an dernier et qu'on rediffusera sans doute en courant du week-end, on sent qu'il est à l'aise, que les outils vont tout seuls, que les options vont tout seuls. Il y a de la pyrotechnie, il y a de la musique, il y a des macros, il y a plein de choses. C'est génial. Mais il a passé des heures à lire les docs, à tester des trucs, à voir ça parce que c'est un outil complet. Et c'est vrai qu'on peut pas arriver et s'improviser comme ça à MJ sur ces outils-là sans connaître les outils, comme partout, comme tout le reste en fait. Mais ça se voit encore. Il y a moyen d'avoir des formations entre guillemets entre MJ. Il peut y avoir des petits échanges de conseils parce que bon, ça a l'air finalement plus compliqué que ce que tu nous avais décrit au début. C'est aussi à ça qu'on sert, entre guillemets, les modos comme KD sur Navelblock Online, c'est justement de les former au jeu pour que ce soit plus rapide. Après, chacun a ses outils. Je sais qu'il y a des gens qui font des parties, ils n'ont pas de table du tout. Comment ça, ils n'ont pas du tout de table? En fait, ils se servent uniquement d'un site internet qui permet de lancer des dés. Enfin, il appuie sur un bouton du site et ça lance un dé, c'est tout. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de token, il n'y a pas de pyrotechnie. Et ils se servent du vocal. Et c'est tout. Et ils s'en sortent comme ça. Et il y en a d'autres qui font des cartes avec des centaines d'options et de variations parce qu'ils maîtrisent les outils et qui peuvent y aller. C'est un apprentissage. Ouais. Vraiment connaître le sujet et maîtriser en fait pour se lancer dans le MJ. C'est ça. Comme partout. Comme partout. Quand on ne connaît pas un outil, on peut pas y aller. C'est ça. Bon, mais écoutez. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on passe l'antenne aux collègues juste après? Apparemment, il y a quelque chose derrière. Ouais. Il nous reste 5 minutes, donc si vous avez encore quelques petits conseils pour ceux qui veulent jouer, je suis preneuse. Derrière, j'ai cru comprendre, c'est Peter Watts? J'ai pas le planning là. Donc si tu l'as directement. Attends, on va le chauffeur. En fait, c'est un monsieur qu'on a rencontré à Celles-sur-Cher, justement, aux IRL l'an dernier, Peter Watts. C'est juste le gars qui a fait rentrer Donjons et Dragons en France. C'était juste le créateur, le fondateur de Jeux des cartes. Donc, quelque part, c'est un gars que sans lui, on serait pas là du tout. Monsieur Watts, mais merci. Je viens d'entendre qu'il y avait Peter sur la SKFM, c'est ça? Non, justement, c'est une question. Ah bon, d'accord. On se demandait s'il était après nous sur le Ask. Ah, je sais pas du tout. Bon, tout se passe bien. Tout se passe bien, mais là, on était en train de clôturer la conférence. Et à bientôt, Eric. Ouais, à bientôt, Laurent. En tout cas, merci beaucoup, les garçons, c'était super sympa, j'ai tout compris. J'ai Bah, envie de jouer maintenant. Viens. Viens, le côté obscur là. Viens nous rejoindre. Donc, en tout cas, Attends. super cool, et puis. Viens.